Chez DC Comics, les porteurs d'anneaux, les lanternes, incarnent bien plus que de simples super-héros. Ils sont les gardiens de l'équilibre émotionnel de l'univers. Mais parmi des milliers de guerriers, quelques-uns se sont élevés bien au-delà des autres. Par leur force, leur courage ou leur rage, les 7 lanternes que je vais vous présenter dans ma vidéo ont marqué l'histoire, changé le cours des guerres stellaires et parfois même défié la mort elle-même. Voici les lanternes les plus puissantes de tout l'univers d'ici. Mais juste avant, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de liker et de booster. Cela m'aide énormément. Sur ce, c'est parti. Indigo One, l'étrangère venue de nulle part. Quand Indigo One fut sa première apparition, peu savaient d'où elle venait ni qui elle était. Elle surgit pendant la montée des tensions entre les différents corps émotionnels. Vert, volonté, jaune, peur, rouge, rage, violet, amour, orange, avarice, bleu, espoir, noir, mort et indigo, compassion. Couverte de symboles lumineux et maniant un bâton de lumière au lieu de l'anneau traditionnel, elle semblait plus mystique que militaire. Elle parlait dans une langue incompréhensible et ses gestes étaient calmes, presque religieux. Indigo One n'était pas une guerrière ordinaire. Elle était la chef du mystérieux Indigo Tribe, un groupe de porteurs d'anneaux indigo, maîtres de la compassion absolue. Mais derrière cette apparence spirituelle se cachait un passé beaucoup plus brutal. Ce n'est que plus tard que la vérité fut révélée. Indigo One s'appelait autrefois Irok et elle était une criminelle intergalactique, une meurtrière cruelle, responsable de la mort d'êtres chers au Green Lantern Abin Sur. Elle n'était pas une victime de guerre ni une idéaliste, mais une psychopathe sans remords. Plutôt que de l'exécuter, Abin Sur, accompagné du gardien secret Natromo, décida de tester un nouveau projet, un anneau de compassion capable de forcer l'empathie dans l'esprit des plus vils criminels. Ils créèrent alors l'Indigo Tribe pour expérimenter ce concept. Irok devint la première porteuse de l'anneau Indigo, et sous son influence, elle fut transformée non seulement dans ses actions, mais dans son âme. La compassion imposée par l'anneau la força à revivre la douleur de ses victimes, à ressentir le chagrin qu'elle avait causé. Ce n'était pas un pardon, c'était une rééducation par la souffrance émotionnelle. En tant que Indigo One, Irok devint une prêtresse, une guide spirituelle. Elle parcourut l'univers, rassemblant les pires criminels pour les reformer en membres du Tribe. Leur langue restait incompréhensible pour les autres, mais lorsqu'un Indigo choisissait de parler une autre langue, c'était souvent le signe d'une volonté retrouvée. Elle devint une figure d'équilibre entre les corps émotionnels. Elle ne cherchait ni la guerre, ni le pouvoir. Son but était l'harmonie par la rédemption. Mais elle savait que l'équilibre nécessitait parfois des actes impitoyables, et elle n'hésitait pas à intervenir dans des grands conflits cosmiques. Lors de Blackest Night, Indigo One joua un rôle crucial. Elle fut l'une des premières à comprendre la menace de Nécron, seigneur de la mort, et l'importance de rassembler tous les corps émotionnels pour y faire face. Elle chercha l'aide de Hal Jordan, qu'elle respectait malgré son passé en tant que Parallax. Avec lui, elle convaincut les leaders des autres corps de s'unir contre la mort. C'est Indigo One qui porta l'anneau noir de Black Hand, le premier serviteur de Nécron, le maintenant en vie pour comprendre la nature du Black Lantern Corps. Sans elle, l'union des corps et la victoire contre la nuit noire auraient sans doute été impossibles. Mais elle n'était pas libre. Son anneau l'obligeait à ressentir, à pleurer, à se souvenir. Lorsqu'elle fut brièvement séparée de l'anneau, Irok redevint brièvement elle-même, et cette version sans compassion était froide, distante, dangereuse. Cela souleva une question morale. Est-ce encore une rédemption si elle est imposée? Est-ce de la justice ou une forme de torture bienveillante? Indigo One elle-même semble consciente de cette ambivalence. Elle croit en la mission du Tribe, mais elle sait qu'elle est aussi une prisonnière réformée, une arme forgée à partir du remords imposé. Dans la nuit noire, Indigo One continue à veiller sur l'équilibre cosmique. Elle intervient rarement, mais toujours lorsque les émotions déséquilibrent l'univers. Elle est respectée par tous les corps, crainte par certains et vénérée par d'autres comme une guide spirituelle. Elle garde l'identité d'Irok en elle comme un fardeau. Elle ne nie pas ce qu'elle était. Au contraire, elle le garde comme un rappel permanent du prix de la rédemption. Indigo One est une figure unique de l'univers d'ici. Ni héroïne, ni véritable antagoniste, elle est le produit d'un espoir radical que même les âmes les plus corrompues puissent changer, à condition de ressentir. Sa compassion n'est pas douceur,
C'est une force brutale, une lumière qui vous oblige à affronter vos pires actes et à en tirer une humanité que vous ne saviez même pas posséder. Atrocitus, la naissance d'une rage éternelle. Dans un secteur reculé de l'univers, le secteur 666, vivait une race pacifique connue sous le nom des Crolians sur la planète Ryut. Parmi eux se trouvait un homme nommé Atros, un père et un érudit respecté pour sa sagesse et sa compassion. Mais son destin bascula à jamais lorsque les Manhunters, les premières forces de l'ordre créées par les gardiens de l'univers, se retournèrent contre leur mission initiale. Les Manhunters, victimes d'un dysfonctionnement catastrophique, se mirent à croire que l'ordre ne pouvait être atteint qu'en éradiquant toute vie. Ils exterminèrent tous les habitants du secteur 666, une tuerie génocidaire qui fit des milliards de morts. Atros fut l'un des rares survivants, mais il perdit sa famille, sa fille et sa compagne dans le massacre. Ce jour-là, Atros mourut symboliquement et Atrocitus naquit dans le sang et les larmes. Consumé par une haine incommensurable envers les gardiens et les Manhunters, Atrocitus forma un groupe de mystiques appelé les 5 Inversions avec d'autres survivants du massacre. Ensemble, ils puisèrent dans les arts sombres, développant des pouvoirs occultes et rédigèrent la prophétie de la Nuit Noire, Blackest Night, prédisant l'avènement d'une guerre cosmique liée aux émotions. Cependant, les gardiens, en apprenant l'existence de cette prophétie, capturèrent Atrocitus et ses camarades et l'emprisonnèrent dans la prison cosmique de Ismolt, où ils furent torturés pendant des siècles. Après des millénaires d'emprisonnement, Atrocitus parvint à s'évader. Il avait compris que la colère pure, la rage brute, pouvait devenir une arme à part entière. Il créa sa propre batterie centrale rouge, alimentée non par la volonté comme les Green Lanterns, mais par la rage absolue. Il forgea un anneau rouge de pouvoir qui remplaçait le sang de son porteur par un liquide corrosif brûlant. Ceux qui portaient ces anneaux étaient consumés par la haine et leur cœur devenait des armes. Atrocitus fonda alors les Red Lanterns, le corps de guerriers enragés pour se venger des gardiens, des Manhunters et de toute forme d'injustice cosmique. Leur QG, Ismo, devenu un monde sanctuaire pour la rage. Malgré sa puissance, il n'était pas aveugle à sa propre corruption. Il resta profondément marqué par la perte de sa famille. Il créa même un faux compagnon, Dexstar, un chat terrien transformé en Red Lantern qui partageait sa douleur silencieuse. Il affronta à plusieurs reprises Hal Jordan, Sinestro et même les entités émotionnelles comme le Butcher, entité de la rage. Sa croisade le mena au cœur de Blackest Night quand la prophétie des inversions se réalisa. Il fut contraint d'unir ses forces avec les autres corps émotionnels pour lutter contre la mort elle-même incarnée par Necron. Une fois la nuit noire passée, Atrocitus continua à développer son propre code moral. Il se mit à utiliser sa rage pour punir ceux qu'il jugeait irrécupérables, violeurs, dictateurs, meurtriers, avec une froideur impitoyable. Mais ces méthodes extrêmes attirèrent la dissidence. Blizz, un Red Lantern charismatique, finit par le trahir. Atrocitus perdut momentanément le contrôle du Red Lantern Corps, mais reprit sa place par la force dans une guerre intestine sanglante. Il est plus qu'un simple antagoniste. Il incarne la rage comme émotion fondamentale, une réponse viscérale à l'injustice, à la douleur, à la perte. Contrairement à des tyrans comme Sinestro ou des fanatiques comme les gardiens, Atrocitus n'a pas commencé comme un conquérant, mais comme un homme brisé. Son histoire est tragique, et même s'il est devenu un monstre aux yeux de beaucoup, dans son propre esprit, il reste un protecteur, un vengeur d'un univers qui a permis un tel massacre. Saint Walker, le tout premier Blue Lantern. Droddy Walker était un homme profondément dévoué à sa famille. Marié à Quenta, il était le père de 2 enfants, un fils nommé Jet et une fille appelée Peach. Tous vivaient sur une planète condamnée à disparaître, car son soleil était devenu instable. Face à cette catastrophe imminente, la société sombra dans la peur, provoquant des émeutes et des vagues de violence généralisées. Convaincu que la simple lecture des Écritures ne suffisait plus, Walker décida de partir à la recherche du Messie, un être mystérieux que, selon la légende, seuls les véritables croyants pouvaient trouver au sommet du mont Hélios. Malgré les mises en garde de son père, il entreprit ce périple avec toute sa famille. Le voyage se révéla extrêmement dangereux. Pourtant, Walker considérait chaque obstacle comme une épreuve envoyée par son Dieu et ne cessait de rassurer ses proches. Malheureusement, le destin se montra cruel. Son père trouva la mort après la rupture d'un pont suspendu qui le précipita dans un profond canyon. Plus tard, sa femme Quenta et sa fille Peach furent emportées par les eaux lorsqu'une rivière paisible se transforma soudainement en torrent à la suite de la rupture d'un barrage.
Enfin, son fils Jat succomba après avoir consommé des fruits empoisonnés. Malgré ces tragédies successives, la foi de Walker demeura inébranlable. Après un long périple, il atteignit finalement le sommet du mont Hélios. Mais là, aucun messie ne l'attendait. Seul se dressait un immense monolithe de pierre parfaitement lisse. Anéanti par le désespoir et consumé par la colère, Walker maudit Dieu, déchira les Écritures et exigea que le Messie lui soit enfin révélé. Alors le ciel s'embrasa, une éclair fendit les nuages, suivi d'une pluie torrentielle. En observant le monolithe, Walker aperçut son propre reflet dans la pierre polie. C'est alors qu'il eut une révélation. Il était lui-même le Messie qu'il cherchait depuis le début. Fort de cette certitude, il retourna dans sa ville natale, toujours ravagée par les troubles. Pendant des jours entiers, il prêcha l'espoir et la foi jusqu'à ce que la population accepte de l'écouter. C'est alors qu'un miracle se produisit. Le soleil rouge de leur monde devint bleu, annonçant l'arrivée d'un anneau de pouvoir bleu qui choisit Walker comme porteur. Grâce à lui, la planète fut sauvée. Les gardiens de l'espoir, Gantet et Saïd, avaient envoyé cet anneau à travers le secteur 1 afin de trouver un candidat digne de représenter l'émotion de l'espoir. Leur choix s'était porté sur Walker. Celui-ci fut conduit sur Odim, le monde natal du corps des Blue Lanterns. Durant plusieurs jours, il fut évalué par les gardiens et lui enseignaient la véritable nature de la lumière bleue et la responsabilité qui accompagnait son pouvoir. Convaincus de sa valeur, ils l'intégrèrent officiellement au corps des Blue Lanterns. Selon les traditions de l'ordre, chaque nouvelle recrue devait ensuite choisir le représentant du secteur suivant. Walker sélectionna ainsi Rats pour représenter le secteur 2. Lorsque Sinestro fut transféré sous la garde des Green Lanterns vers sa planète natale Karugar afin d'y être exécuté, le convoi fut attaqué par plusieurs membres du Sinestro Corps venus organiser son évasion. Cependant, avant qu'ils ne puissent mener leur mission à bien, Atrocitus et ses Red Lanterns lancèrent leur propre assaut, capturant Sinestro pour l'emmener sur Ismo. Au cours de cette bataille, les flammes rouges des Red Lanterns traversèrent les protections des Green Lanterns et infectèrent plusieurs d'entre eux de leur rage incontrôlable. Seule la lumière bleue de Saint Walker fut capable de neutraliser cette énergie destructrice et d'éteindre les flammes rouges qui les consumaient. Plus tard, Walker se rendit sur Ismo afin d'aider Hal Jordan. Il le libéra de l'influence de son anneau rouge et lui confia temporairement un anneau bleu, faisant de lui un hybride Green Lantern et Blue Lantern. De retour sur Odim, Jordan demanda à Gantet de retirer l'anneau, mais celui-ci ne pouvait être enlevé avant d'avoir épuisé toute son énergie. Peu après, Larfleeze, l'unique détenteur du pouvoir orange de l'avarice, apprit l'existence d'Odim grâce aux gardiens de l'univers. Désireux de posséder un anneau bleu, il lança une invasion contre la planète accompagné de son Orange Lantern Corps. Toutefois, l'assaut fut interrompu lorsque les Black Lanterns attaquèrent les créatures que Larfleeze avait transformées en lanternes orange. Alors que la menace des Black Lanterns s'intensifiait, Hal Jordan, Carol Ferris et Sinestro arrivèrent sur Odim afin de solliciter l'aide de Sam Walker. Celui-ci rejoignit leur alliance aux côtés d'Indigo One dans le but de rassembler un représentant de chaque corps émotionnel afin d'affronter Nekron et les Black Lanterns. Pour faciliter cette coopération, Walker utilisa son anneau afin d'apaiser temporairement l'insatiable avidité de Larfleeze. Lorsque vient le moment de choisir un héros terrien pour renforcer leur rang, l'anneau bleu désigna Barry Allen comme Blue Lantern temporaire. Après la défaite de Nekron, Walker collabora avec Carol Ferris pour libérer Mera de l'influence de son anneau rouge. Il participa également à la reconstruction des tombes profanées sur Terre par les Black Lanterns. Par la suite, il apporta son aide à la Justice League dans son affrontement contre Eclipso. À la demande de Batman, il tenta également d'assister Hawkenshaw, revenu à la vie lors d'une confrontation contre Doomsday. Malgré leurs efforts, la créature parvint à s'échapper. Plus tard, Saint Walker rejoignit les nouveaux gardiens de la planète Ryut, à la recherche de Krona et des entités émotionnelles. Bien que celles-ci demeurent introuvables, le groupe découvrit le mystérieux livre noir. Leur mission prit rapidement une tournure dramatique lorsque Lisa Drake, ancienne membre du Sinestro Corps, surgit et emprisonna tous les nouveaux gardiens dans le livre noir, à l'exception de Hal Jordan. Parvenant à s'échapper avec l'anneau de ses compagnons, Hal assista bientôt à l'infection de la batterie centrale de Krona, qui avait enfermé Parallax afin de soumettre le Green Lantern Corps à sa volonté. Durant cette crise, l'anneau de Saint Walker fut confié à Kyle Rayner, lui permettant de poursuivre la lutte contre les forces qui menaçaient l'équilibre émotionnel de l'univers. Nekron, le seigneur de la mort. Dans les confins les plus obscurs de l'univers, là où la lumière ne peut pénétrer, existe un royaume au-delà de la vie, un lieu de silence éternel, un vide absolu. Ce lieu était connu sous le nom de royaume des morts, et son souverain était une entité primordiale appelée Nekron. Il n'était pas simplement un être maléfique, il était la personnification même de la mort, un concept devenu conscience. Il est né lorsque le premier être vivant de l'univers a pris sa dernière respiration. À ce moment, le vide, qui jusque-là était passif, s'est éveillé et il s'est appelé Nekron. Il n'était pas un dieu ou un lanterne au sens traditionnel, il était un antagoniste cosmique au même titre que le désordre ou le vide.
Son existence repose sur l'équilibre entre la vie et la mort. Il ne peut pas pénétrer dans l'univers des vivants par lui-même, car il ne fait pas partie de la création. Il est extérieur à tout. Cependant, il peut influencer le monde vivant en utilisant des agents morts ressuscités, esprits piégés ou créatures nécrotiques. Il a le pouvoir de ramener les morts à la vie, mais sous son contrôle. Ces ressuscités ne sont que des pantins, des outils pour affaiblir la frontière entre la vie et la mort. Nekron apparaît pour la première fois dans les comics de Tale of the Green Lantern Corps en 1981. Il manipule l'esprit d'un gardien corrompu, Krona, un être obsédé par l'origine de l'univers. Grâce à la trahison de Krona, Nekron ouvre une brèche entre son royaume et l'univers réel. Il affronte alors les Green Lanterns menés par Hal Jordan dans une guerre cosmique. Il parvient à invoquer une armée d'esprits morts pour déferler sur le plan des vivants. Mais grâce au courage et à la volonté des lanternes, la brèche est refermée et Nekron est renvoyé dans son royaume. L'histoire la plus célèbre de Nekron reste son rôle central dans l'avènement Blackest Night, la nuit noire, publié entre 2009 et 2010, écrit par Geoff Johns. Dans cet arc, Nekron orchestre un plan millénaire. Il utilise la prophétie écrite par les 5 inversions et manipule les événements de l'univers depuis les ténèbres. Il crée les anneaux noirs du Black Lantern Corps, capables de réanimer les morts comme des versions macabres d'eux-mêmes. Ces revenants ne sont pas des copies, ce sont les véritables morts rappelés à la vie par la volonté de Nekron. Son objectif n'est pas simplement de tuer, il cherche à éradiquer la vie elle-même, qu'il considère comme une anomalie, une erreur dans le tissu cosmique. Il pense que l'univers est né du vide, lui, et doit y retourner. Il parvient à faire ressusciter des héros morts tels que Aquaman, Martian Manhunter, Hawkman, Firestorm et plein d'autres pour attaquer les anciens alliés. Même Batman est brièvement utilisé comme une arme psychologique contre les autres héros. Mais le point culminant survient lorsqu'on découvre que Nekron a laissé plusieurs héros revenir à la vie au fil des années, comme Superman, Green Arrow ou Wonder Woman, juste pour pouvoir les contrôler plus tard. Ils n'étaient jamais réellement revenus, ils étaient des pions dormants. Pour vaincre Nekron, les héros de la Terre doivent unir tous les corps émotionnels. Les Green Lantern, volonté, les Sinestro Corps, la peur, les Red Lantern, la rage, les Star Sapphire, l'amour, les Blue Lantern, l'espoir, les Indigo Triple, la compassion et les Orange Lantern, l'avarice. Un événement cosmique rare se produit alors, la naissance du White Lantern Corps, incarnant la vie elle-même. Nekron est finalement vaincu lorsque Hal Jordan, fusionnant temporairement avec l'énergie blanche, détruit la batterie noire de Nekron et restaure les morts à la vraie vie, brisant les liens qui les liaient au royaume de la mort. Nekron n'est pas un simple méchant cosmique, il représente l'ultime fin, l'annihilation totale, l'absence d'âme, de chaleur, de lumière. Contrairement à Darkseid qui veut contrôler le libre arbitre ou à Trigon qui veut dominer l'univers, Nekron veut éteindre toute forme d'existence. Il est le miroir de ce que les héros représentent, la persistance de la vie face à l'inévitable, et sa défaite, bien qu'elle ne soit jamais définitive, rappelle toujours que la mort, aussi inévitable soit-elle, peut être repoussée par la lumière, la mémoire et l'espoir. Kyle Rayner, l'artiste devenu porteur de lumière. Rayner n'était pas un soldat, ni un officier, ni un héros prédestiné. Il était un jeune artiste passionné par le dessin et la bande dessinée qui vivait à Los Angeles. Il travaillait comme illustrateur freelance et rêvait d'une carrière dans le monde de l'art, mais il menait une vie ordinaire jusqu'à ce qu'un événement cosmique vienne bouleverser son existence. À l'époque, les Green Lantern Corps avaient été détruits. Le célèbre Hal Jordan, autrefois le plus grand des Green Lantern, avait sombré dans la folie après la destruction de sa ville, Coast City. Devenu le terrifiant Parallax, Hal anéantit les autres lanternes et absorba l'énergie de la batterie centrale d'Aura. Le corps s'était anéanti, les gardiens morts, tout sauf un, Gauntlet. Cherchant désespérément un nouveau porteur pour le dernier anneau de pouvoir, Gauntlet arriva sur Terre. Il ne choisit pas Kyle parce qu'il était spécial, il le trouva par hasard dans une ruelle derrière un club. En lui tendant l'anneau, il dit simplement « Tu feras l'affaire ». C'est ainsi que Kyle Rayner devint le dernier Green Lantern. Contrairement à ses prédécesseurs, Kyle n'avait aucune formation, ni discipline militaire, ni instruction du corps. Il apprit sur le tas, seul, en affrontant des menaces cosmiques, des super vilains et même d'anciens ennemis de Hal Jordan qui le voyaient comme un imposteur. Sa créativité en tant qu'artiste le distingua rapidement. Ses constructions énergétiques, les formes que les lanternes créaient avec leurs anneaux, étaient bien plus élaborées, originales et dynamiques que celles de ses prédécesseurs. Il se battait non pas avec la rage ou la discipline, mais avec l'imagination et la volonté de bien faire.
L'un des événements les plus marquants de la vie de Kyle fut la mort brutale de sa petite amie, Alexandra D. White, peu après qu'il ait reçu l'anneau. Elle fut étranglée et placée dans un réfrigérateur par le tueur en série Major Force, un acte cruel et emblématique. Cet événement devint tristement célèbre dans l'histoire des comics pour avoir inspiré le terme Frigging, ou femme dans le frigo, dénonçant l'usage récurrent de personnages féminins tués pour faire évoluer le héros masculin. Mais sur ce plan narratif, cela renforça Kyle, qui transforma sa douleur en motivation, devenant plus que déterminé à faire le bien. Pendant des années, Reiner fut le seul Green Lantern existant, défendant seul l'univers tout entier. Il fit équipe avec les Titans, la Justice League et gagna le respect des héros comme Superman, Wonder Woman et même Batman, qui le considéraient d'abord comme un amateur. Il affronta des menaces comme Mongul, Graven, fils de Darkseid, et participa à de nombreuses crises cosmiques. Mais c'est lors de son affrontement avec Parallax, Hal Jordan, que Kyle montra toute sa valeur. Il fut instrumental dans la rédemption de Hal, révélant que Parallax était en réalité une entité de peur parasitaire ayant infecté Hal. Kyle aida à séparer Hal de Parallax, permettant son retour comme Green Lantern. Plus tard, Kyle devient Ion, une entité vivante de volonté pure, après avoir absorbé l'énergie de la batterie centrale. Pendant un temps, il posséda un pouvoir presque divin, surpassant même Superman. Il resta humble, utilisant ce pouvoir pour restaurer le Green Lantern Corps et aider les gardiens à renaître. Mais ce fardeau était lourd, et il finit par se séparer d'Ion pour revenir à une vie plus équilibrée, redevenant un Green Lantern parmi d'autres, mais jamais un lanterne ordinaire. Dans l'événement New Guardian, Kyle accomplit un exploit que personne d'autre dans l'univers n'avait réalisé. Il apprivoisa toutes les émotions du spectre émotionnel. Il devint alors le White Lantern, porteur de l'énergie de la vie elle-même. Ce rôle fit de lui un gardien de l'équilibre cosmique. Il sauva des civilisations entières, affronta des dieux et repoussa l'effondrement de la réalité. À travers toutes ces incarnations, Green Lantern, Ion, White Lantern, Kyle Rayner est resté fondamentalement humain. Il a douté, souffert, aimé, échoué, mais il s'est toujours relevé. Il est celui qui n'a pas été choisi pour ses mérites, mais qui a prouvé qu'il les avait. Alors que Hal Jordan incarne la discipline, John Stewart la rigueur militaire et Guy Gardner la témérité, Kyle Rayner incarne l'empathie, la créativité et la résilience. Il inspire toute une génération de héros et de lecteurs comme le lanterne de cœur, le symbole que même les gens ordinaires peuvent faire des choses extraordinaires s'ils le veulent vraiment. Tahal Sinestro, le plus grand Green Lantern, puis le pire. Tahal Sinestro naît sur la planète Korugar, un monde autrefois en proie au chaos. Très tôt, il développa une obsession pour l'ordre et le contrôle. Sa logique était implacable. Sans autorité, il n'y a que des ordres. Sa philosophie, née d'un profond désir de paix, allait façonner tout son destin. Il fut recruté par les gardiens de l'univers pour rejoindre le Green Lantern Corps, l'élite intergalactique chargée de maintenir la paix grâce à la volonté. Il excella immédiatement. Calme, brillant, méthodique, Sinestro devint l'un des plus puissants Green Lantern de tous les temps. Il était considéré comme le modèle à suivre. C'est lui qui entraîna Hal Jordan, qu'il considérait d'abord comme un sous-fifre impulsif, puis comme un égal. Mais derrière cette façade d'excellence se cachait une vérité plus sombre. Sinestro était responsable du secteur spatial 1417, qui incluait sa planète natale, Korugar. Il imposa la loi, mais à sa manière. Il utilisa son anneau pour instaurer une dictature, se déclarant protecteur puis souverain de Korugar. Il prétendait que tout cela était nécessaire pour garantir la paix, mais il gouvernait par la peur. Il allait jusqu'à faire disparaître ceux qui s'opposaient à lui. Sur Korugar, le nom Green Lantern était devenu synonyme de tyrannie. Lorsque cela fut découvert, en partie grâce à Hal Jordan, Sinestro fut jugé par le Corps. Son statut d'élite fut révoqué. Les gardiens le considérèrent comme une trahison vivante de leur idéal. Il fut exilé sur la dimension de Quard, une zone du multiverse plongée dans l'antimatière et la haine. Sur Quard, Sinestro découvrit l'énergie jaune de la peur, l'opposé direct de la volonté verte. Il décida de retourner les principes même des gardiens contre eux. Il forgea le premier anneau jaune et fonda un nouveau corps, le Sinestro Corps, dont les membres étaient choisis pour leur capacité à inspirer la peur dans le cœur des autres. Il leva une armée de monstres, de meurtriers, de tyrans et de psychopathes, parmi lesquels on retrouve des noms comme Archilo, Despotélis et même l'Anti-Monitor. Leur cri de guerre: dans le jour le plus noir, dans la nuit la plus lumineuse, prenez garde à ce que vos peurs ne se transforment en lumière. Sinestro déclencha une guerre totale contre les Green Lanterns, cherchant à leur prouver que la peur est un outil plus puissant que la volonté.
Il força les gardiens à abandonner leurs principes, notamment celui de ne jamais tuer, poussant les corps vers une militarisation plus extrême. Au cours de la Sinestro Corps War, il affronta Hal Jordan, Kyle Rayner, Guy Gardner et John Stewart, mais son plan caché réussit. Il montra que les gardiens n'étaient pas incorruptibles, qu'ils pouvaient être forcés à modifier leurs lois, et donc qu'ils n'étaient pas dignes de leur pouvoir. Plus tard, durant l'événement Blackest Night, Sinestro joue un rôle crucial. Face à Necron, seigneur de la mort, comme je vous ai dit précédemment, tous les corps émotionnels durent s'unir. Sinestro devint brièvement un White Lantern, porteur de la lumière de la vie, ce qu'il interpréta comme une validation de sa supériorité. Même avec cette puissance divine, il ne parvint pas à rester dans ce rôle. Son ego et son orgueil le ramenaient toujours à la peur. Ce dernier et Hal Jordan ont une relation paradoxale. Ils sont ennemis jurés, mais aussi reflets l'un de l'autre. Sinestro a vu en Hal un successeur, un frère d'armes, puis un traître, mais aussi un homme capable de comprendre ses méthodes. À plusieurs reprises, ils ont combattu côte à côte, notamment lorsqu'ils furent tous deux capturés par les Indigo Tribe ou encore lors des attaques contre les gardiens. Dans certaines timelines, Sinestro reprend temporairement le manteau des Green Lantern, prouvant qu'il n'a jamais cessé de croire qu'il était le seul capable de restaurer l'ordre. Ce n'est pas un simple méchant, il ne cherche pas le chaos ni le pouvoir pour lui-même, il veut l'ordre total. À ses yeux, la peur est un outil nécessaire, une force civilisatrice, un moyen de contraindre les faibles à obéir pour leur propre bien. C'est cette philosophie implacable, quasi fasciste, qui le rend si dangereux, il ne doute jamais de sa justice. Il est capable de compassion, il a une fille, Soranik Natu, une Green Lantern qui rejette ses méthodes, mais il sacrifie même cela au nom de sa croisade. Sinestro reste l'un des antagonistes les plus fascinants de DC Comics, ancien héros, mentor, révolutionnaire, dictateur. Il incarne la face sombre du contrôle, celle qui préfère imposer la paix plutôt que la construire. Dans un monde en proie au désordre, il croit être le seul à voir clair et refuse de reculer, peu importe le prix. Hal Jordan, l'homme sans peur. Harold Hal Jordan est né à Coast City en Californie. Fils d'un pilote de chasse, Martin Jordan, Hal grandit avec les yeux tournés vers le ciel. Son père était son héros. Mais le destin frappa brutalement. Alors qu'Hal assistait à une démonstration aérienne, son père mourut dans un accident en vol sous ses yeux. Cet événement marqua Hal à jamais. Plutôt que de se laisser dominer par la peur, il décida de l'affronter. Il devint lui-même pilote d'essai pour Ferris Aircraft, une entreprise dirigée par Carol Ferris, sa collègue et amour d'enfance. La vie de Hal bascula le jour où Abin Sur, un membre mourant des Green Lantern Corps, s'écrasa près de Coast City. En mourant, Abin Sur demanda à son anneau de pouvoir trouver un remplaçant sur Terre, quelqu'un capable de surmonter la peur. L'anneau choisit Hal Jordan. Transporté dans l'épave, il reçut l'anneau et la batterie d'énergie verte, devenant le Green Lantern du secteur 2814. Du jour au lendemain, Hal devint un policier cosmique chargé de maintenir l'ordre dans l'univers, membre d'une organisation millénaire dirigée par les gardiens de l'univers, des entités immortelles originaires de la planète Oa. Il fut rapidement considéré comme le meilleur d'entre eux. Audacieux, indiscipliné mais incroyablement volontaire, il se montra à la hauteur des plus grandes menaces. Il forma des liens forts avec d'autres lanternes comme Kilowog, John Stewart, Guy Gardner, Catman Chu, et même son ancien mentor dont je viens de vous parler un instant, Sinestro. Sur Terre, Hal était aussi un membre fondateur de la Justice League of America, aux côtés de Superman, Batman, Wonder Woman, Flash et Aquaman. Mais derrière l'image du héros se cachait un homme sujet au doute, à l'ego et surtout à un sentiment grandissant, celui de ne pas avoir le contrôle de sa propre vie. Tout bascula lorsque Mongul, allié de Cyborg Superman, rasa Coast City avec des millions de morts. Hal arriva trop tard, traumatisé, brisé, il tenta de reconstruire la ville avec son anneau, mais les gardiens le réprimandèrent, il voyait cet acte comme un abus de pouvoir. Il craqua, envahi par le chagrin, la colère et le sentiment d'injustice. Il vola vers Ao pour réclamer plus de pouvoir. Sur son chemin, il affronta et tua plusieurs Green Lantern, leur prenant leur anneau. Finalement, il absorba l'énergie de la batterie centrale, tuant même Kilowog temporairement et détruisant les gardiens, à l'exception de Quantet. Hal devint alors Parallax, une entité d'énergie jaune incarnation de la peur. Sous cette nouvelle forme, il devint l'un des plus grands ennemis de l'univers d'ici. Il affronta la Justice League, remodela la réalité lors de Zero Hour et sombra dans une spirale de folie. Malgré tout, il n'avait pas disparu. Un fragment de sa conscience survivait, rongé par la culpabilité. Lors de l'événement Final Night, quand le soleil était sur le point de s'éteindre, il se sacrifia pour rallumer le soleil, sauvant la Terre et tout le système solaire. Il mourut en héros. Après sa mort,
l'âme de Hal fut choisie pour devenir l'hôte du spectre, l'esprit de la vengeance divine. Durant cette période, il tenta d'utiliser son pouvoir pour apporter la rédemption plutôt que la punition, mais ce rôle n'était pas fait pour lui. Le spectre était trop brutal, trop divin, et Hal restait un homme. Dans la saga Green Lantern Rebirth, écrit aussi par Geoff Johns, la vérité éclata. Parallax n'était pas Hal Jordan. Il était en fait une entité parasite de peur qui avait pris possession de Hal à un moment de faiblesse. Ce n'était pas lui qui avait sombré, mais un autre qui le contrôlait. Grâce à l'aide de ses amis, Batman, Flash, Green Arrow, Kyle Rayner, Hal fut libéré, ressuscité dans son corps originel, il reprit son rôle de Green Lantern. De retour à la vie, il joua un rôle central dans la reconstruction du corps, aux côtés de Kyle, John, Guy et les autres. Il affronta des nouvelles menaces, le Sinestro Corps, les Blackest Night avec les Black Lantern, puis la Right of the First Lantern, et enfin les gardiens eux-mêmes, devenus fous de pouvoir. Lors des guerres des corps émotionnels, il comprit que toutes les émotions avaient leur place et il porta même brièvement d'autres anneaux, notamment celui de la peur jaune du Sinestro Corps et de la colère des Reines Lanternes, de l'amour des Star Sapphire et même de la mort Black Lantern, sans jamais se laisser dominer. Hal reste aux yeux de beaucoup le Green Lantern définitif, non pas parce qu'il est parfait, mais parce qu'il est faillible. Il est un homme capable de tomber, de se perdre, mais aussi de revenir plus fort. Son courage n'est pas l'absence de peur, mais sa maîtrise. Sa volonté est incassable, non parce qu'il est invincible, mais parce qu'il n'abandonne jamais. Nous arrivons à la fin de la vidéo les amis. Dites-moi vous dans les commentaires quel est votre corps émotionnel préféré. Est-ce la volonté, la peur, la rage, l'amour, l'avarice, l'espoir ou la compassion, etc. Et surtout, quel est votre personnage préféré? J'ai hâte de vous lire. Dans tous les cas, nous on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Une grosse vidéo arrive qui durera 1h30 sur Absolute Superman. Je peux vous dire que ça a été un boulot titanesque, mais elle arrive bientôt. Sur ces derniers mots, nous on se dit à très bientôt pour de nouvelles aventures. En attendant, prenez soin de vous et de vos familles. Peace out.